Salam alaikum Mazdoul Fillaoun, bonjour. Il s'appelle Rachid Mesli. Il fut, pendant la décennie rouge, un remarquable et remarqué avocat. Il a défendu des centaines de gens. Il a dénoncé des cas de torture, d'exactions de toutes sortes, d'exécutions sommaires. Il eut ce tort, selon le régime, d'avoir choisi le camp des victimes. Il se retrouva lui-même en prison. Il fut atrocement torturé. Et dans une parodie de procès, quasiment à huis clos, où les grands observateurs internationaux ne furent pas admis, il fut condamné à 3 années de prison. Il passa un temps effroyable. Et lorsqu'il put s'extirper du pays, il demanda asile en Suisse où il obtint le statut de réfugié politique. Mais il ne mit pas fin à ses activités. Non seulement il continua de défendre les opprimés, les victimes du régime algérien, mais il fonda une organisation, Al-Karama, il fut l'un de ses membres fondateurs, et il adhéra à Amnesty International et il devint un des défenseurs parmi les plus emblématiques au monde. Il défendit de toute son âme et de toute sa force et de toute son énergie des victimes dans le monde entier, partout où l'homme est exploité, où l'homme est torturé, où l'homme est injustement emprisonné parce qu'il résiste, parce qu'il combat des régimes despotiques. Rachid Mesli a eu le tort d'avoir été l'avocat de leaders et de militants du FIS. Il le paya très cher. Et une fois à l'étranger, donc il continua son activité, mais le régime algérien avait trouvé une sorte de panacée pour persécuter, pour continuer de persécuter ceux qui s'opposent à lui, mais d'une façon quasi légale, tout à fait internationale, puisqu'il lui suffisait de lancer des mandats d'arrêt internationaux. Et comme il a signé des conventions avec des pays occidentaux, les pays occidentaux n'ont pas d'autre choix que d'arrêter les gens sur lesquels pesait donc ce genre de mandat, puisque la police internationale, Interpol entre autres, n'a pas le droit d'apprécier le bien fondé ou non des motifs qui sont contenus dans le mandat d'arrêt. La police se contente de remettre l'accusé ou l'interpellé à la justice du pays où il a été arrêté, la justice européenne, et celle-ci décidera par la suite s'il faudra ou non répondre à la demande d'extradition formulée par l'Algérie. Or, nous savons très bien que l'Algérie ne veut vraiment pas que ces gens soient extradés chez elle, chez ce régime, puisqu'il ne saura pas quoi en faire, et puisque de toutes les façons, les accusations sont cousues de fil blanc. Rachid Mesli est tout ce qu'on voudra, sauf un terroriste. Mourad Dina, qui a été arrêté dans une même parodie internationale de justice, c'est tout ce qu'on veut, sauf un terroriste. Samraoui Mohamed, ancien lieutenant-colonel du DRS, qui a déserté, qui a dénoncé le DRS et les pratiques mafieuses du régime et les carnages de masse et les crimes contre l'humanité, et tout ce qu'on veut, sauf un terroriste. Pourtant, les 3 ont été arrêtés par des polices européennes sur la base de mandats d'arrêt internationaux et présentés à la justice. Mourad Dina, par exemple, a dû rester 6 mois en prison en France parce que l'Algérie a tout fait, le régime algérien plutôt, a tout fait pour faire traîner la remise du dossier à la justice française. Il est resté 6 mois, au bout desquels il est sorti. Il n'y avait pas de dossier en fait, il n'y avait que l'accusation sans dossier, sans vrais arguments. C'est le cas de Samraoui, qui a été arrêté en Espagne alors qu'il s'y déplaçait dans le cadre d'un tournoi de jeux d'échecs. Il a été arrêté alors qu'il a un statut de réfugié politique en Allemagne. Et il allait perdre son emploi. Il a été coupé de sa famille, tout comme Mourad Dina d'ailleurs. Il a dû s'enfuir d'Espagne pour rejoindre l'Allemagne. Il a dû partir de façon clandestine
parce qu'il avait perdu trop de choses, il avait trop souffert. Et donc le régime algérien a trouvé cette combine, cette méthode terrifiante pour gêner les gens et en quelque sorte les harceler, les persécuter avec la complicité de la police et de la justice européenne. Nous allons en parler aujourd'hui. À l'Huffington Post, Rachid Mesli, avocat et militant des droits de l'homme, arrêté par les autorités italiennes en Suisse. L'Orient le jour. Un avocat algérien des droits de l'homme, réfugié en Suisse, arrêté en Italie. Le Nouvelliste. La police italienne a arrêté un activiste algérien au Grand Saint-Bernard. Avec nous aujourd'hui pour parler de cette arrestation arbitraire, outrancière, injuste de Rachid Mesli, maître Rachid Mesli, brillant avocat, brillant défenseur des droits de l'homme. J'accueille Rabha Attaf, grand reporter, je donne la liste des invités par ordre alphabétique. Mourad Dehina, mouvement Rachad, Genève. Yahya Mkhiouba, membre fondateur de Rachad. Mohamed Oulehlou, membre de la Ligue algérienne des droits de l'homme Alger. Ibrahim Younsi, président de l'UDM Paris. Rabha Attaf, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour Rabha. Alors nous apprenons que les réseaux sociaux sont en train de se mobiliser très fortement pour exiger la libération immédiate de Rachid Mesli. Vous confirmez? Oui, je confirme évidemment, puisque moi-même j'ai lancé un appel. Ce que je veux dire, c'est que Rachid Mesli est un compagnon de combat. C'est quelqu'un que j'ai connu à sa sortie de prison. On avait suivi de très près donc son incarcération et on avait travaillé auprès des organisations internationales à l'époque, Amnesty International et la FIDH pour obtenir sa libération. Et à sa sortie de prison, je l'ai invité avec le groupe d'Amnesty Marseille à venir donner une conférence avec Ali Yahya Abdenour et d'autres avocats qui étaient à l'époque défenseurs donc des droits humains et surtout des plus démunis en Algérie. À la suite de quoi, donc, Rachid Mesli était rentré en Algérie, puis, effectivement, s'était réfugié en Suisse et avait obtenu le statut de réfugié politique. Mais notre compagnonnage ne s'est pas arrêté là, en fait, puisqu'on a fait partie de ces groupes d'Algériens et de non-Algériens qui, autour d'une petite organisation qui était en Hollande, fondée par un Algérien qui s'appelait Justicia Universalis, avait commencé à collecter, dès les années 95, les dossiers des familles de disparus pour les présenter devant les comités des droits de l'homme de l'ONU. Donc un très gros travail et finalement, de fil en aiguille, dans la foulée, a été fondé Al-Karama for Human Rights. Il faut dire qu'Al-Karama est important parce qu'à l'époque, alors que toutes les organisations de défense des droits de l'homme internationales mettaient énormément de temps pour pouvoir confirmer la véracité des documents que nous collections et les présenter devant le comité des droits de l'homme, Al-Karama était très réactive et donc j'ai continué moi à travailler avec Al-Karama for Human Rights, notamment dernièrement en Égypte où elle a contribué à faire libérer des détenus politiques. Tel homme, un homme qui s'est distingué dans des tribunes internationales, au niveau de la presse internationale, très connu par les défenseurs des droits de l'homme, par les ONG, qui est très actif, qui est très connu, qui n'a rien de terroriste, peut-il être ainsi accusé de terrorisme et arrêté par une police européenne et mis en prison? Écoutez, moi je crois que justement parce que Rachid est une personne intègre, elle est la cible justement des autorités algériennes, puisqu'effectivement c'est quelqu'un qui est connu internationalement et je pense que c'est un signe très fort pour toutes les personnes qui, comme lui, comme nous, défendons la cause des droits humains en Algérie et dans le monde arabe. Ça signifie que personne n'est à l'abri de ce système injuste puisqu'il peut nous atteindre là où nous vivons. Mais Rabha, excusez-moi de vous interrompre. C'est vraiment le monde qui marche sur la tête. Alors, en Algérie, des dirigeants connus, tous les Algériens le savent, pour des exactions immenses qu'ils ont commises, des atrocités, des carnages contre les populations. Il y a des preuves, il y a des témoignages.
Ils ont même massacré des étrangers, des moines, des prélats, des touristes, des journalistes. Ces gens-là continuent de prospérer à l'aise, à l'abri, de vivre du fruit de leur pillage. Ils ne sont inquiétés par personne, alors qu'ils se rendent un peu partout dans le monde. Et leurs propres victimes, ou ceux du moins qui ont essayé de s'opposer à leurs exactions, se retrouvent dans des prisons européennes, prétendues être des bastions des droits de l'homme, de la justice. Comment vous expliquez ça? Moi, je n'arrive pas à digérer. Par deux choses, Jamal ad-Din. D'abord, le système algérien est logique à lui-même. J'oublie pas qu'à l'indépendance, par exemple, de nombreux harkis, entre guillemets, ont été réintégrés dans l'administration algérienne, bien qu'ils aient été des criminels. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, il est logique avec lui-même. Et la deuxième explication que j'ai, c'est que là, on a affaire auprès des autorités de pays étrangers comme la France ou l'Italie, par exemple. La France, on l'a vu avec l'affaire de Mouradina, où les autorités algériennes n'hésitent pas à faire du chantage, et notamment par rapport aux faramineux contrats qui sont en train de se signer en Algérie. Restez avec nous, Rebha Attaf. Mourad Dina, merci d'être avec nous. Marhaba, salam alaikum. Salutations à tous les invités, des amis que j'ai le plaisir de saluer, Rabha, Brahim et tout le reste. Merci, oui. Merci. Alors, Mourad, vous avez des détails sur cette arrestation? Oui, bien sûr. Donc, je donnerai des informations assez concrètes et bon, je ne referai pas l'excellente analyse qu'a déjà présentée Rabha. Donc, moi, j'étais informé mercredi vers 10h30 par un appel de Rachid lui-même qui m'a appelé du poste de frontière, qui me dit, écoute, on est contrôlé par la police italienne. On est bien sûr au courant de ce mandat d'arrêt. On connaît si vous voulez, tous les circuits, comment ce genre de choses fonctionne. Il est vrai que la réaction d'un pays varie d'un pays à l'autre. Il y a des pays qui n'ont pas reçu ces mandats d'arrêt, d'autres qui les ont reçus et qui les ignorent, d'autres qui simplement interdisent l'entrée sur leur territoire aux personnes visées par ces mandats d'arrêt, et puis d'autres qui font du zèle, à l'image et à l'exemple de ce qui s'est passé en Italie. Alors pourquoi j'utilise le mot zèle ? Parce que pour être concret, il s'agit donc d'un mandat qui date de 2002, émis par un tribunal algérien. Par la suite, je pourrais donner des choses assez rigolos, si ce n'était le sérieux de l'affaire que nous suivons. Encore une fois, qui rappelle exactement ce qui s'est passé dans mon cas, lorsque les documents entre guillemets algériens sont parvenus. C'est toujours du vide qui nous fait mal en tant qu'Algériens, parce qu'on voit que nous n'avons pas une justice qui fonctionne. Ce sont des dossiers bâclés, ce sont des dossiers qui ne tiennent pas la route, qui comportent des énormités sur tous les plans, qui dénotent d'une incompétence légale, linguistique, ce que vous voulez, et donc qui sont transmis à travers un organisme qui s'appelle Interpol et contre lequel Al-Karama, de nombreuses autres ONG, Amnesty, Frontline, Fair Trials et Human Rights Watch sont en grande colère parce qu'en fait, ils ont un double jeu. Interpol donc utilise deux volets en gros pour faire véhiculer ces mandats d'arrêt. Il y a ce qu'on appelle les notices rouges, les red notices qu'on trouve sur leur site, qui concernent certaines personnes recherchées clairement et d'une façon assez explicite. Et puis, il y a des choses qui se font sous le tapis. Alors, ce que j'appelle sous le tapis, c'est qu'il y a un forum des polices internationales qui s'échangent des données et Interpol devient, dans ce cas, un simple outil technique de communication et les informations passent parfois de façon quasi informelle et donc sont ignorées par la plupart des États, je dirais, de droit, mais cependant utilisées par ceux qui veulent justement instrumentaliser Interpol et les outils de la justice pour s'attaquer à des opposants. Alors on le voit, c'est ce qui explique par exemple, là je donne des données prouvées et vérifiées, ce mandat d'arrêt contre Rachid Mesli n'existe pas en France, il n'existe pas en Suisse, mais il a été envoyé en Italie, probablement dans d'autres pays semblables, où on voit très bien qu'il y a un effort de cet organisme, de concert certainement avec certaines autorités à l'algérienne, parce que là, il y a aussi un grand problème à ce niveau, sur lequel je reviendrai, pour
viser des pays où ils ont le plus de chances, vu la proximité, vu les intérêts économiques, politiques, conjoncturels, pour faire aboutir ces mandats. Et alors, pourquoi est-ce que ces mandats aboutissent? Il y a deux raisons essentielles, je crois. Un, c'est que les Algériens jouent sur le choc et l'émoi que provoque le mot terrorisme. Alors, vous voyez bien qu'un simple policier carabinier italien, quand il voit le mot terrorisme, eh ben, il tremble, et c'est toute la nation qui est sur le pied de guerre. Hein. Pour eux, oui. Attention. Oui. Donc, ils utilisent ce choc qui, bien sûr, par la suite, se dissipe en queue de poisson comme si qu'il n'en était rien, parce qu'il n'y a rien derrière. Et puis, ils utilisent aussi ce qu'on appelle l'influence de l'exécutif à travers des intérêts économiques, politiques, voilà, etc. Des pressions pour... Mais Morad, oui. Quel est l'intérêt de ce régime, puisqu'il sait que de toute façon, quand ça arrivera au niveau de la justice, et que les juges se pencheront sur le dossier, et que le dit dossier sera vide, et que la demande d'extradition sera refusée, systématiquement, on ne connaît pas de cas contraire. Quel est donc l'intérêt de ce régime? D'attirer sur lui l'attention des gens, de faire découvrir tout son côté sombre pour finalement ne rien obtenir. Alors écoutez, il y a deux aspects. L'un, c'est lié à l'incompétence et à la cacophonie de toute institution algérienne aujourd'hui. Je me demande même, je l'ai vérifié dans mon propre cas, je recevais des sons de cloche différents, donc de certaines parties du pouvoir, par le biais par exemple du barreau d'Alger, se proposaient même de me défendre quand j'étais à Alger, emprisonné en France, et connaissant bien le lien du barreau avec certains cercles sécuritaires, on sait très bien d'où ça vient. Donc, même au niveau de l'État, il n'y a pas un pouvoir judiciaire au sens propre du terme qui fonctionne d'une manière claire. Et j'en veux pour autre preuve. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, même depuis des années, il y a des Algériens condamnés à de très lourdes peines qui entrent et qui sortent par l'aéroport d'Alger parce qu'ils connaissent un sergent ou un lieutenant du DRS qui leur permet de rentrer et sortir. Et je ne trahis aucun secret, et sans vouloir discréditer ceux qui en bénéficient, tant mieux pour eux, mais ça donne aussi une idée de ce qu'est la justice en Algérie. Alors, il y a cette incompétence qui se traduit par de telles choses. Il y a des mandats d'arrêt qui sont émis et auxquels qu'on oublie carrément, hein, si ce n'est peut-être un pays qui va arrêter la personne. Donc, il y a ce problème. Et deuxièmement, je pense qu'il y a aussi, parmi les clans du pouvoir, des gens qui en veulent tellement à ses opposants qu'ils savent qu'ils n'obtiendront pas l'extradition, mais qui par sadisme, par esprit de vengeance, diront d'une façon que je qualifierais d'assez simple, tant mieux, on va les faire boucler quelques semaines ou quelques mois, ça sera toujours ça de gagner. Vous-même, Morad, vous-même, vous avez passé 6 mois de prison en France, et le régime nous avait-on dit à l'époque, traîner des pieds pour remettre le dossier, pour faire traîner au maximum votre détention. Et au bout des 6 mois, on vous a relâché. Au revoir, merci. Sans autre forme de procès? Non, il n'y a pas de procès. Parce que non, je veux dire, vous avez écopé de 6 mois et puis ça y est, au revoir et merci. Eh ben, c'était ça le but. C'était le but. Il y a aussi il recherche un effet de faire pression, d'intimider. Mais je crois que le résultat est tout à fait contraire. Nous sortons toujours beaucoup plus puissants, je l'espère, à travers ces épreuves. Ni moi, ni Rachid Mesli, nous allons nous laisser intimider, ni, je pense, tous les frères et sœurs militants dont certains sont parmi nous aujourd'hui. C'est une époque révolue. Je pense qu'au contraire, quelque part, ils servent la cause d'opposants comme nous. C'est parce que, je vous le dis encore une fois, nous avons affaire à un régime en faillite qui ne sait même plus comment combattre ses opposants de manière... Parce que vous savez, eux, ils savent combattre avec la torture, avec tout ce qui est contre la loi, contre la légalité. Ils savent lutter contre le terrorisme avec des pinces. Absolument. Avec mais des dès pinces. qu'il s'agit d'argumenter, d'aller devant un tribunal, ils sont totalement démunis. Et devant des gens comme Rachid Mesli, bon, je dirais aussi pourquoi il le hait à ce point en Algérie, parce que c'est une personne qui a fait un travail remarquable au niveau personnel, au niveau des organisations avec laquelle il collabore, au niveau sur le plan purement légal, hein, là on parle vraiment juridique, légal,
au niveau des Nations Unies, maintenant, l'Algérie est une badila, comme on dit en langage courant. Tellement les dossiers qu'il a préparés avec d'autres sont tellement bien ficelés que les représentants algériens ne savent plus où donner de la tête, et pour cause, parce que les violations pendant la décennie des années 90 ont été tellement grandes, tellement massives, et que Rachid Mesli n'est pas né de la dernière pluie. Il a Restez avec nous, restez avec nous, Mourad. Restez avec nous, Mourad. Yahya Mkhioba, merci d'être avec nous. Yahya Mkhioba. Allô? Allô, Yahya, merci d'être avec nous. Merci à vous. Yahya, Rachid Mesli, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui et exécuté par la police italienne pour terrorisme. Rachid Mesli est-il un terroriste? Je vous pose la question de façon simple, puisqu'elle doit être posée. D'accord, je vous réponds. Si Rachid Mesli était un terroriste, il faut savoir que Rachid Mesli réside en Suisse depuis l'année 2000, je crois. Ça fait 15 ans qu'il réside en Suisse. Qu'il travaille en Suisse, qu'il travaille dans le domaine des droits de l'homme, qu'il rentre quotidiennement ou presque d'une manière hebdomadaire au siège des Nations Unies à Genève. Si Rachid Mesli était un terroriste, on considérerait que l'État suisse était un État qui soutiendrait le terrorisme et que les instances des droits de l'homme des Nations Unies soutiendraient les organisations terroristes auxquelles appartiendrait M. Rachid Mesli, puisque il est dans les sièges ou dans les locaux des Nations Unies à Genève d'une manière presque hebdomadaire pour défendre tous les opprimés des régimes arabes au sein de cette instance internationale. Donc si Rachid Mesli était un terroriste, l'ONU le serait aussi et l'État suisse en premier le serait parce qu'il accepterait que des terroristes résident d'une manière normale et légale sur son territoire. Ça, c'est en premier. Et le terrorisme réside dans l'incompétence du régime que M. Mourad Hina Erabha dénonçait tout à l'heure. Il faut savoir que le procureur de la République française, quand il a demandé la libération de Mourad Hina suite aux 6 mois de détention provisoire à Paris, il a qualifié le dossier et les accusations débuesques. C'est-à-dire que même nous, Algériens, à Mourad Hina à leur tête, nous étions un petit peu mal à l'aise par rapport aux propos du procureur, mal à l'aise par rapport au procureur, propos du procureur français, bien qu'on était content de savoir que le parquet général avait compris que le dossier était fomenté, qu'il n'y avait rien dans le dossier, mais voir notre pays ainsi traité par un procureur de la République française 55 ans après l'indépendance, c'est-à-dire que on comprend qu'en termes d'État, en termes de République, en termes de loi, on n'a rien bâti dans ce pays. Mais Yahya Mkhioba, oui. l'un dans l'autre, oui. Ce régime, ce n'est pas un État. Moi, je considère par exemple qu'un pays comme la France, comme l'Italie, comme l'Angleterre, oui. comme l'Allemagne, ils n'envoient pas des mandats d'arrêt pour terrorisme contre leurs citoyens s'ils n'ont pas des faits, des arguments, s'ils ne peuvent pas prouver. Sinon, s'ils le font, ça serait le tollé général. Ça veut dire la personne qui aurait souffert d'une telle injustice serait en droit de réclamer son dû, de réclamer réparation. La presse se serait mise de la partie. Or, chez nous, le régime, il y a quelqu'un qui le gêne, il n'y a aucun souci. Ils envoient un mandat d'arrêt international avec rien derrière, aucun argument. Ils font traîner la détention préventive, comme le cas de Mourad Hina, et 6 mois après, il est relâché et ils disent bon, c'est toujours ça. On l'avait adhibna, mermedna, karkarna. Maintenant, bon, il sait à quoi s'en tenir et les autres, ils vont filer droit. Ils vont plus pouvoir quitter leur pays d'accueil. Donc, le problème, Yahya, ces gens-là, en fin de compte, ils ont toujours eu le dessus à la limite. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils se servent des institutions européennes non plus. Oui, ils font ce qu'ils veulent parce que déjà, si c'est une mafia au pouvoir, vous le dites bien au début qu'il n'y a plus d'État.
Moi, je reviens d'un séjour personnel en Algérie. Je l'ai dit sur votre chaîne, je l'ai dit sur Al-Azhar. Et j'ai tout trouvé sauf les fondements d'un État en Algérie. En Algérie, aujourd'hui, on a un régime. Il y a un terme en arabe qui le traduit très bien. Un régime au pouvoir qui a un service de police, un service de gendarmerie, une armée destinée exclusivement à l'oppression de toute voix réclamant un changement ou dénonçant la dictature en place, mais les fondements d'un État n'existent plus en Algérie. Il faut le savoir que l'État algérien est incapable de ramasser la poubelle des Algériens à Alger. Donc, on ne peut pas parler d'État. Quand on est incapable de ramasser la poubelle dans la capitale du pays et de laisser une capitale comme étant une poubelle à ciel ouvert, on ne peut plus parler d'État. Maintenant, ces gens-là, ils gèrent ces pays européens comme ils le veulent, comme vous dites, M. Benchino. Il faut savoir qu'il y a encore des intérêts économiques de ces pays qui font que certains pays en crise économique intérieure font le jeu de ces dictatures arabes pour parvenir à décrocher certains marchés. On a vu le carnaval ou le cinéma qu'il y a eu il y a quelques semaines dans l'inauguration du canal de Suez. Vous avez un chef d'État occidental qui se réclame d'être le pays des libertés et de la démocratie, qui se prend en photo avec un chef d'État qui est arrivé au pouvoir suite à un coup d'État militaire et qui tue des milliers de ses concitoyens, je parle là d'Abdel Fattah el-Sisi, et qui se prend en photo aussi avec Omar Bachir, qui a un mandat d'arrêt international émis par les Nations Unies, par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, vous comprenez très bien que quand il y a des intérêts économiques, les droits de l'homme, le droit passe à côté, malheureusement, même dans certains pays occidentaux. Maintenant, on revient dans notre pays. Mourad Hina le disait, certains partis du pouvoir. Il faut savoir que le régime algérien, comme c'est plus un État, il n'y a pas un seul pouvoir, il y a plusieurs pouvoirs en Algérie. Peut-être qu'il y en a encore qui en veulent à Rachid Mesli, parce qu'il les a fait condamner, il les a humiliés dans les instances des Nations Unies, surtout les ambassadeurs algériens à Genève et des diplomates, il les a humiliés parce que il a bien constitué des dossiers, il les a travaillés sérieusement et le régime est incapable de répondre face à ces accusations fondées. Mais il n'y a pas un seul régime, il y a un régime, il y a un nouveau régime, le pouvoir de l'argent, que j'en suis sûr, il n'a aucun problème personnel avec Rachid Mesli. Donc quand on est dans la configuration actuelle, qu'il y a plusieurs régimes, plusieurs personnes qui gouvernent ce pays, on revient à ce que tu disais au début, il n'y a pas d'État, on n'a plus d'État, et les Algériens qui essaient de rester honnêtes, de rester propres et fidèles à leurs idées, fidèles à leurs principes, font les frais de cette cacophonie qui est notre régime aujourd'hui, qui fait qu'un mandat d'arrêt émis en 2002 reste toujours en vigueur et qu'il y a 13 années plus tard, il est appliqué. Restez avec nous. De l'annuler. Restez avec nous, Yahya Mkhioba. Mohamed Oulehlou, ancien cadre du FIS, membre du FIS, militant connu, membre de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Vous êtes très actif, vous êtes très connu dans les réseaux sociaux. Vous avez connu... D'abord, merci d'être avec nous, Mohamed. Je vous en prie, merci à vous aussi. Merci. Alors, vous avez connu Rachid Mesli, vous l'avez connu. Tout d'abord, je vous dis bonsoir à vous. Bonsoir. Ainsi qu'à vos invités. Merci. Et à tous les téléspectateurs. Merci. Mohamed, parlez-nous un peu de Rachid Mesli, que je connais très bien moi aussi, que j'apprécie énormément. C'est un homme que j'estime beaucoup. Parlez-nous de lui, de ce qu'il a fait pour les gens, de la souffrance qu'il a endurée dans les prisons algériennes, de la torture qu'on lui a infligée. J'aurais aimé d'abord une petite parenthèse si possible. Oui, je vous en prie. En fonction de ce que venait de dire M. Mkhioba. Oui, je vous en prie. Soyons optimistes. Nous dirons que peut-être que la justice décidera, en reprenant certaines de vos phrases, la justice décidera de façon souveraine, pas comme chez nous, espérons. Le régime algérien sait parfaitement qu'il n'obtiendra pas du gain de cause. Et d'ailleurs, il ne souhaite pas que M. Msili soit vraiment extradé. Ce serait gênant pour lui, même encombrant. Surtout en ce moment d'instabilité, de lutte obscure pour l'après-Bouteflika,
et quelle tactique adopter avec la crise économique qui se dessine à l'horizon. Ces sanctions qui sucent notre sang sont en pleine concurrence pour qui s'accaparer le meilleur emplacement sur le corps de la vache Algérie. Mais par esprit sadique, ils profitent de ces conventions internationales pour faire mener la vie dure aux opposants algériens, comme ils l'ont fait déjà avec notre frère que nous soutenons sans limite, le docteur Mourad Dehina, et le font régulièrement, même à l'intérieur du pays, avec par exemple Cheikh Ali Ben Hadj, qui doit avoir battu le record des arrestations sur le Guinness des records, ainsi qu'avec Cheikh Kamal Ben Mazi, Cheikh Abdelkader Bouhamkham, le docteur Ahmed Ben Mohamed, qui depuis les événements, qui depuis la marche de soutien et de solidarité avec Gaza en 2009, sont sous contrôle judiciaire à ce jour et se présentent chaque 15 jours au tribunal. En plus, la confiscation de leur passeport à ce jour aussi. Donc, ce système ne se retrouve plus. Comme je suis d'accord avec notre frère Mariouba, il y a plusieurs pouvoirs en Algérie. On va savoir qui est en train qui a insisté ou a ordonné cette... Parlez-nous un peu de Rachid Mesli, Mohamed Oulehlou. Maître Rachid Mesli est d'une grande probité, un véritable militant engagé des droits de l'homme. Il assumait pendant les années 90 avant son arrestation la défense de tous les militants arrêtés arbitrairement et servait d'intermédiaire avec leurs familles et se déplaçait de prison en prison pour rencontrer les détenus entre les rôles d'avocat, de défenseur des droits de l'homme et d'actes de bienfaisance. Et la presse, je me rappelle que la presse éradicatrice lui donnait le titre d'avocat du fils. Oui, exactement. Oui. Et il ne s'en cache pas. Un véritable défenseur des droits de l'homme qui arrivait en Suisse a pris une dimension internationale dans le domaine, avec son ONG Al-Karama, en étendant son action aux pays arabes dépendant les opprimés, tout en dénonçant les injustices et les cas de torture pratiqués dans certains pays arabes. Ce qui lui attire les foudres des pays arabes comme ceux du Golfe, qu'il étiquette ainsi que son ONG de terrorisme. Donc, il y a d'autres pays qui sont derrière aussi, hein, je pense. Je pense aussi, je vois de qui vous parlez, mais bon. Mais sinon, il avait subi lui aussi la torture. Il avait passé 3 années de prison. Sachez que pendant toute sa détention en Algérie, entre les prisons d'Al-Harrach et de Tizi Ouzou, il a toujours été isolé. Il était toujours en cellule individuelle, isolé de tout le monde. C'était dur, c'est très dur. Je connais la prison, j'en ai fait 7 longues années, mais je connais ce que c'est que l'isolement total. C'est une torture morale à long terme. Pour parler d'un côté un peu humanitaire et d'un côté un peu personnel du trait de caractère de notre grand homme, je vais vous dire quelque chose. Un détenu en prison, il rêve. On était par exemple, on rêve des fois d'un Esquimau. Lui, comment il faisait quand il se déplaçait de prison en prison? On était par exemple, il allait chez le commerçant le plus proche de la prison, il achète un tas d'esquimaux, il rentre, il appelle les détenus qu'il va avoir, au moins une dizaine, il leur distribue chacun un esquimau. Vous imaginez ce que ça va... Ce n'est pas... Je ne sais pas comment l'exprimer. Oui, c'est un acte qui est peut-être, pour certains, ne veut rien dire. Dérisoire, mais pour ceux qui ont été en prison, ils connaissent la valeur d'un tel geste. Restez avec nous, Mohamed Oulehlou. Brahim Younsi, vous êtes avec nous? Brahim Younsi. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Je vous remercie de m'inviter pour cette triste occasion. Je salue vos invités, je vous salue et je salue vos téléspectateurs. Merci, Ibrahim. Alors, le régime lance des mandats d'arrêt qui traînent dans les tiroirs et qui sont appliqués 13 années plus tard
par des policiers zélés, comme nous l'a dit Morad Dena, où ils ne sont pas appliqués, où on invite les gens à partir voir ailleurs. Ça dépend, c'est à la tête du client. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, la personne, comme ça a été le cas de Morad Dena ou de Mohamed Samraoui, se retrouve dans des pays étrangers, éloignés de leur famille, pendant des mois en prison préventive. Et le régime, bon, en fin de compte, il a tout gagné. Il a fait traîner, macérer ces gens en prison. Quel recours, c'est Brahim, quel recours contre de telles méthodes? Est-ce qu'il y a un recours possible? Hélas, les opposants algériens et d'autres opposants, on a parlé très justement de l'Égypte, sont démunis face à quoi que l'on dise. C'est vrai, vous avez parlé de l'État algérien qui n'est pas véritablement un État, c'est un régime totalitaire, un régime autoritaire. Cela est vrai. Mais sur la scène internationale, c'est un État. Donc, on exécute les demandes qu'il fait, notamment pour des questions dites de terrorisme. Parce qu'il a signé des conventions internationales. Tout à fait. C'est ça le gros problème que rencontrent les opposants et que les opposants, notamment algériens, ont rencontré depuis toujours, depuis 1962. Il faut savoir que les grands leaders historiques de la lutte de libération nationale ont été arrêtés, notamment en France, où ils ont été expulsés, où ils ont été menacés d'extradition également depuis 1962. Vous savez qu'il y a des assassinats qui ont été commis dans les rues parisiennes, dans les rues de Paris, et les assassins ont été reconduits tranquillement à Alger, etc., etc. L'arrestation de Rachid Mesli ouvre de nouveau, et c'est ce qui est grave, en 2015, la chasse aux opposants à l'étranger. Cela est quelque chose un signal pour nous et pour les États qui exécutent de fausses demandes d'arrestation par l'intermédiaire d'Interpol. Personne n'est en effet à l'abri, en dehors, hélas, des frontières qui lui offrent l'asile politique ou qui lui offrent l'asile tout court. C'est ça qui devient... Ça veut dire qu'ils vont finir par confiner tout le monde, tous les opposants, à rester dans les pays qui les ont accueillis. Ils ne peuvent plus voyager. Parce que nous aussi, nous devons les confiner, mais là, sur le plan aussi des justices internationales ou des justices qui se prétendent à compétence universelle, ne poursuivent pas les généraux contre lesquels nous déposons des plaintes avec des faits avérés d'assassinat, d'enlèvement. Et pourquoi? Parce que ceux qui les poursuivent ne sont pas des États qui ont signé des conventions? Bien sûr que si. Je veux dire, il y a une association de citoyens algériens qui dépose plainte contre un général pour crime contre l'humanité. Pourquoi n'est-il pas inquiété, comme sont inquiétés des opposants honnêtes qui sont accusés de terrorisme sur la base de rien? Oui, mais c'est ça l'énigme. C'est ça l'énigme, et ça c'est un devoir pour nous. Ça doit être notre travail, et un travail quotidien, pour que l'opposition, et notamment l'opposition qui est hélas à l'étranger, puisse se rassembler, ne serait-ce que sur ce thème-là. D'abord la poursuite contre les tortionnaires algériens et les assassins algériens de type Zar et autres, et Tawfiq, etc. Bon, le gros problème aujourd'hui, qui est devenu international d'ailleurs, qui ne concerne pas seulement les Algériens, la lutte dite contre le terrorisme est devenue un moyen de persécution des opposants par des régimes connus, des régimes qui sont des régimes dictatoriaux, comme les régimes algériens, les régimes égyptiens par exemple, dont on a parlé tout à l'heure. Oui. La lutte dite, ou cette lutte dite contre le terrorisme, sert à l'évidence, on le voit tous les jours quasiment, notamment pour ce qui est de nos frères égyptiens. Et le cas de Rachid Mesli le démontre parfaitement.
cette lutte sert des États ou les États antidémocratiques. Les États occidentaux qui exécutent ce type de mandat savent que l'État algérien, par exemple, n'est pas un État démocratique, que c'est un État antidémocratique, un État voire totalitaire. C'est là où le bas blesse avec ces régimes qui connaissent le régime algérien, mais pour un tas de raisons, à la fois, on l'a dit tout à l'heure, économiques, commerciaux, géopolitiques, etc., etc. Bon, se servent de ces États qui sont des États faibles, entre guillemets, des États faibles. L'arrestation d'opposants sous ce fallacieux prétexte, sous ce prétexte la bien commode raison d'État qui joue encore. Ce prétexte-là est devenu, comme vous dites, commode, mais c'est indéniablement un appui, un soutien à ces régimes brutaux, comme les qualifiait Noam Chomsky. Noam Chomsky disait à propos de l'Algérie, d'ailleurs, dans un article qu'il avait écrit il y a quelques années dans le Monde diplomatique, on disait que l'Algérie conduit une guerre terroriste contre son propre peuple. Merci Brahim Younsi, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, il reste que quelques minutes. Je vais faire un dernier tour de micro. Je laisserai Mourad Dehna en dernier puisque nous sommes parvenus à l'avoir en Skype. Rabha Attaf, un dernier mot, un appel. Rabha Attaf. Maladdine, je pense que nous, Algériens de l'étranger, nous devons nous mobiliser massivement pour exiger la libération évidemment de Rachid Mesli et notamment en envoyant des messages de protestation à toutes les ambassades italiennes de par le monde. Mais nous devons aussi nous mobiliser dans le cadre de la lutte contre l'impunité. C'est ce que nous faisons en France, notamment dans le sud de la France, à Nîmes, où deux tortionnaires et assassins de la région de Résilizane ont été, dans le cadre de la justice internationale, inculpés par le procureur de Nîmes. Ce sont deux personnes qui se sont réfugiées dans le sud de la France, qui ont été repérées comme des militants, et à partir de ce moment-là, donc un dossier très documenté, j'insiste bien là-dessus pour que les plaintes aboutissent, a été constitué. Et effectivement, au bout de 2 ans de bagarre, ces deux personnes, ces deux assassins ont été inculpés et vont être jugés en France dans le cadre de la justice internationale. Rabha Attaf, dans le cas de Rachid Mesli, de l'appel que vous lancez, je vous donne rendez-vous sur votre page Facebook, Rabha Attaf. Merci d'avoir été avec nous. Yahya Mkhioba, un dernier mot. Yahya. J'écoute. Je souhaite que les autorités italiennes se rendent compte un petit peu de la bourde qu'ils viennent de commettre en arrêtant M. Rachid Mesli, que la justice italienne soit indépendante et qu'elle agisse en charge, parce que le dossier, je suis certain que le fond du dossier est vide, si ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de fond de dossier du tout. Et j'espère que les intérêts économiques italiens en Algérie ne passent pas au détriment de l'application de la loi, au détriment de l'état de droit que je souhaite être en Italie. Maintenant, si la justice italienne essaie de faire en sorte de détenir M. Rachid Mesli dans ses prisons pour une détention provisoire, qui sache très bien que les Algériens en Algérie et surtout ceux en Europe, on se mobilisera pour dénoncer un pays qui veut étouffer une voix algérienne libre. Merci Yahya Mkhioba. Mohamed Oulehlou, en moins d'1 minute, s'il vous plaît, un dernier mot. J'ai eu la permission pour donner un témoignage de quelqu'un qui était en prison. C'est l'un des cadres du fils, M. Fouad Lissi, qui m'a dit de vous raconter cette anecdote. Pendant qu'il était en prison à Al-Harrach, il écrivait des articles de presse comme c'était un journaliste, et il les donnait, c'était le maître Mesli qui les fait sortir des articles, et il allait les donner au journal L'Éveil qui les publiait. D'un autre côté, dans l'avancée de ce qu'a dit M. Mkhioba, à cet effet, nous lançons un appel à la justice italienne pour ne pas répondre aux demandes d'extradition concernant Maître Mesli.
sachant que l'homme a pris une dimension internationale, il a dépassé sa dimension en Algérie. En même temps, nous sollicitons d'un autre côté El Karama pour engager une pétition à l'encontre de son extradition que nous soutenons solidement. Aussi, il y a beaucoup d'Algériens qui sont choqués par cette arrestation. Merci Mohamed Olahlo. Sur les réseaux sociaux. Merci, en espérant vous revoir bientôt. Mourad Dhina, le mot de la fin vous revient. Si vous avez un appel à lancer, une organisation à mettre en place pour résister à cette injustice, je vous en prie. Écoutez, nous, surtout au niveau d'El Karama, nous sommes très sereins. Nous n'avons pas de... nous allons faire ce qu'il faut au point de vue légal, des démarches entre entreprises. Nous avons un soutien absolument fantastique de toutes les organisations, de tous les pays qui se respectent. Nous n'avons aucun doute sur l'issue de cette mascarade que veulent certains clans à Alger. Malheureusement, ce qui nous fait un peu, qui nous chagrine en ces moments, c'est que ce régime, en fait, n'excelle que dans l'incompétence, que dans la déviation, que dans le fait d'utiliser encore et encore la ruse pour faire barrage à tout ce qui est constructif dans ce pays. Nous en sommes arrivés à un point où nous n'avons malheureusement plus de justice qui se respecte, parce qu'elle est instrumentalisée, parce qu'elle est utilisée pour assouvir les besoins de personnes données dans ce pouvoir. Donc, le résultat, nous le connaissons. Rachid Mesli sera libéré parce que c'est seulement ceci qui peut se passer au niveau de la loi. L'Italie est un État de droit. Je vous citerai juste une chose parmi les bourdes que font les Algériens. J'ai devant moi l'arrêt de renvoi sur lequel est basé le mandat d'arrêt. Et que dit cet arrêt de renvoi? Qu'est-ce qu'on reproche à Rachid Mesli? Comme a déclaré ce qui est déclaré dans cet arrêt de renvoi, que l'un des co-accusés, qui a été par la suite acquitté, a dit qu'il communiquait des informations à Rachid Mesli sur les opérations de kidnapping opérées par les services de sécurité. Et c'est ça ce qui gêne ces gens-là. Et c'est de ça qu'il est accusé, d'avoir reçu des informations sur des opérations de kidnapping effectuées par les agents du pouvoir. Et c'est ce qui est inscrit dans le document officiel de la justice algérienne. Alors là, ils sont vraiment incompétents, donc, les gars. Et là, on se pose la question, mais de quel... Alors, le procureur ou le juge algérien, qui, je n'en doute pas, il doit y avoir parmi eux qui sont honnêtes, en lisant ça, devrait... aux yeux de la loi interne, internationale, aller chercher ces services de sécurité pour les arrêter parce qu'ils sont coupables de crimes plus graves. Mais malheureusement, on n'en est pas là. Ce qui se passe, cet épisode montre encore une fois que l'on a un pays en totale déconfiture qui ne sait plus où donner de la tête. Et nous allons payer le prix cher, malheureusement, à cause des bévues et des dévoiements de ce clan qui est au pouvoir. Mourad Dhina, je vous remercie, mais je comprends maintenant pourquoi vous avez eu honte quand vous avez lu le propre dossier vous concernant. Je comprends pourquoi vous avez eu honte de la réaction de ce procureur. Je ne comprends pas. C'est vrai, une telle incompétence, c'est vraiment de l'art, à la limite. Merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Je rappelle que le Magharibia se tiendra aux côtés de tous ceux qui souffrent de l'injustice et de l'arbitraire de ce régime, quel qu'il soit, quel que soit leur ancrage, quelle que soit leur conviction politique, le Magharibia se tiendra à leur côté. Salam alaikum, qawala khair, salama.